innover, c'est bien. Encore faut-il être en mesure de financer ces innovations. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler ensemble de ce sujet du financement de l'innovation grâce à vous trois. Bonjour Chara. Bonjour. Chara Louafi, vous êtes directrice du fonds Passion Autonome chez BPI France. Merci d'être avec nous. On est également avec Chloé Evans. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes quant à vous adjointe au directeur général au sein de France Biotech. Plus précisément, vous êtes responsable des affaires internationales et des études sectorielles. Et on est très ravis de vous avoir également, Eric. Ravi d'être ici. Eric Delafortelle, Managing Partner chez Cathay Health. Alors, précisons que Cathay Health, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans la santé qui a été lancé par Cathay Capital. Hein, c'est bien ça, voilà. C'est un fonds global, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi Eric, un fonds global de santé de 500 millions d'euros. C'est bien ça, qui est dédié à la convergence entre sciences de la vie, technologie et soins de santé. Alors 200, mais le reste est juste. D'accord, 200. Bah, vous voyez, j'ai un peu maximisé les chiffres. Alors, on va démarrer ce tour de table par une présentation. Pour commencer, Chara, quelques mots sur ce fonds dont vous vous occupez, ce fonds biothérapie innovante, le fonds Passion Autonome, puisque c'est sur le fonds dont vous vous occupez. Oui, merci Ariane. Alors, c'est un fonds en fait spécialisé dans la santé numérique, plutôt positionnement en France. Quand on dit santé numérique, c'est des solutions en fait qui visent le curatif. Maintenant, avec du recul, on sait que c'est vraiment le cœur du sujet. Voilà. Chloé, en ce qui vous concerne, vous travaillez donc pour France Biotech, comme je le disais. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les missions de France Biotech? Parce qu'en fait, en dépit du nom France Biotech, il apparaît que vous représentez aussi des entreprises dans le domaine de la santé numérique. Oui, tout à fait. C'est toujours un peu difficile de changer de nom, hein, Ouais. une fois que c'est En plus, le nom est bien installé. Le nom est bien installé depuis 27 ans maintenant. Donc, on a été créé en 1997 en tant qu'association pour représenter les intérêts des PME innovantes en santé. Donc voilà, notre mission principale, c'est vraiment de fédérer au niveau national tous les besoins des entreprises innovantes en santé pour ensuite pouvoir faire des recommandations aussi au pouvoir public en matière de fiscalité, en matière de financement, dont on va parler aujourd'hui, en matière d'essais cliniques, tous les développements des entreprises, voilà, tous les sujets qui les concernent. Nous, on représente 700 sociétés et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir faire passer les messages et inversement aussi faire descendre l'information jusqu'aux entreprises. Jouer un rôle de plaidoyer dans une certaine mesure. Tout à fait, oui. Et Eric, Cathay est connu pour être un fonds global. Alors ma question est la suivante. Comment est-ce que vous contrastez le financement de l'innovation en France avec l'équivalent, que ce soit aux États-Unis ou en Chine? Alors c'est un vaste sujet, c'est un peu difficile de le résumer en 3 mots, mais juste pour donner les tendances, la France est un réservoir extraordinaire d'innovation dans une situation fiscale du pays qui est un petit peu difficile en ce moment, mais il y a des outils BPI France et beaucoup d'autres outils, des incubateurs extraordinaires, etc., qui permettent à ces innovations de démarrer. Ensuite, il faut qu'ils trouvent des financements, ce qui est plutôt difficile au début, en seed, en série A, en ce moment. Contraster ça avec les États-Unis, où il y a une puissance financière beaucoup plus importante, mais aussi des attentes commerciales beaucoup plus importantes aussi. C'est-à-dire qu'il faut aller au marché le plus vite possible, ce qui, dans certains secteurs comme la biotech, n'est pas toujours facile. Et puis la Chine, encore une situation complètement différente, où le pays se replie sur lui-même, où c'est très difficile aux financements étrangers de rentrer en Chine et aux innovations chinoises de sortir de Chine. Et il faut trouver de toutes les manières possibles des façons de garder ces échanges de financement et d'idées de manière à ne pas se cogner aux intérêts politiques, etc. Donc il faut trouver des tunnels. Si on ne peut pas construire des ponts, comme dit notre fondateur Ming Po, il faut faire des tunnels, de toute façon continuer ce dialogue productif entre l'Occident et la Chine. Alors justement puisqu'on parle de la place de la France dans le monde, Chloé, tous les ans, si j'ai bien compris, France Biotech réalise un rapport sur la filière Health Tech et sur son financement. En 2025, quelles sont les grandes tendances de ce rapport? Oui, donc on analyse ça. Donc c'est un rapport qui existe maintenant depuis un peu plus de 20 ans et qui nous permet vraiment de donner les tendances et les évolutions du secteur. Donc on mène sur la partie financement, on mène ça avec le cabinet d'avocats EY. Et en gros, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a eu une sorte de boom en fait, du financement en 2021-2022 au niveau global. Après, on a vu une baisse en 2023, compte tenu de la situation macroéconomique, de la guerre en Ukraine, les taux d'inflation qui ont augmenté, les taux d'intérêt.
Donc ça a causé une baisse au niveau mondial. Ensuite, on a vu une reprise, et c'est ça qu'on essaie de mesurer justement en 2024, à fin 2024, une reprise au niveau mondial du financement, en particulier sur le financement VC aux États-Unis. On a vu une très forte croissance, on a eu plus 58% entre 2023 et 2024. Et cette croissance, elle s'est témoignée aussi au niveau européen. Donc plus 60%, pareil, entre 2023 et 2024, au niveau de l'Europe. Alors la situation en France, en fait, c'est un peu contrasté. C'est-à-dire qu'en fait, la France est deuxième au niveau européen en termes de nombre de sociétés financées, juste après le Royaume-Uni. En revanche, on est quatrième en montant. Donc ça veut dire qu'en fait, les montants alloués, les tickets levés, sont plus bas en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer. Donc elle se classe bien, mais avec des moyens, avec beaucoup de sociétés financées pour des montants un peu réduits. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on fait la manche, comme ce que nous indique notre ami Xavier, pour nourrir mon IA française, une petite pièce, messieurs, dames? Alors, je n'irai pas jusqu'à là, parce que c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont réussi à lever, à Je faire des très caricature, belles... je caricature, mais effectivement, oui, comme on est oui. vraiment en recherche de financement et que les façons de financer l'innovation évoluent, je trouvais que le dessin était certes très caricatural, Oui, mais intéressant pour mettre intéressant. en perspective. Tout à fait. Ouais, il y a eu des très belles levées de fonds quand même, il y a des sociétés qui ont réussi à lever des beaux fonds, mais on a réussi à... En fait, quand on regarde, on voit qu'il y a moins de levées de fonds de plus de 50 millions. On en avait 4-5 en 2023. En 2024, il n'y en avait qu'une qui a levé plus de 50 millions et en 2 fois. Donc on voit que la situation est un peu plus complexe. Et quand on interroge nos adhérents, ils nous font remarquer que ça prend un peu plus de temps pour lever. Ils sont obligés de lever de façon plus fréquente que ce qu'ils le faisaient avant pour des montants un peu plus faibles. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette réalité, où ça prend davantage de temps que par le passé? Et est-ce que c'est le cas partout ou est-ce que c'est spécifique à la France? Alors je pense qu'il y a une sélectivité plus forte des investisseurs et peut-être qu'on pourra en discuter. Mais il s'agit, voilà, je pense que ça c'est une des raisons principales. Il y a eu aussi, bon, évidemment, un petit peu de fluctuation en termes de tout ce qui est fiscalité en France, avec quelques incertitudes aussi sur le plan de loi de finances et sur certains dispositifs. Donc ça peut aussi créer aussi un attentisme, on va dire, de la part des investisseurs. Et aussi une autre possibilité, c'est qu'il y a eu un petit décalage dans le temps aussi des effets qu'on a pu voir en fait en 2023-2024, un peu plus sur 2024-2025 pour la France. Voilà. Donc c'est une situation assez contrastée, mais qui peut être expliquée aussi par une forme d'attentisme en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a plutôt un ralentissement en 2024, en tout cas là où les autres pays ont globalement peut-être davantage avancé. Alors Chara, si on essaye de regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on accélère? Alors juste pour compléter ce que dit Chloé, en fait on a eu une période Covid, post-Covid qui était assez exceptionnelle aussi. Donc la correction forcément vient naturellement s'intégrer a posteriori. Alors c'est vrai qu'on compare avec les pays étrangers. L'un dans l'autre, en fait, ce qu'il y a, c'est que la période Covid est assez exceptionnelle. Maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est que cet effet accélération qu'on a eu pendant le Covid est rentré un petit peu aussi dans on va dire, dans l'ADN des fonds et des dirigeants. Comment on accélère, en fait, comment on profite, en fait, de la dynamique, tout en sachant qu'on est en période de crise, faut se le dire. Période de crise, ça veut dire quoi? On est en période d'incertitude, donc du coup, moins de levée de fonds par les fonds d'investissement. Et donc, du coup, on sélectionne naturellement les entreprises dans lesquelles il faut investir. Et en plus de ça, on les accompagne plus longtemps sous forme de bridge sur lesquels on ne communique pas forcément, parce que c'est une opération en fait, confidentielle. Mais beaucoup d'entreprises en fait, doivent aller, on va dire, atteindre des milestones avant de revenir sur le marché du financement. Donc, on accompagne comme ça une entreprise avant qu'elle revienne sur le marché du financement, voilà, pour ne pas avoir de correction par le marché. Donc, c'est la tendance. Donc, alors, comment on accélère?
parce qu'en fait, on ne fait pas que accompagner des entreprises pour atteindre. Ça fait partie, on va dire, en fait, du fonctionnement normal en fait, d'un fonds vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle il est actionnaire. Mais il y a évidemment des réflexions pour aller au-delà de juste cette étape structurante d'accompagnement. En fait, si on parle de la période actuelle, on est en crise, oui, mais on est aussi en période d'opportunité. De toutes les façons, ça va ensemble. C'est pas dissocié. Donc, période d'opportunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des acteurs en fait qui ont besoin d'innovation pour aller prendre tout de suite des parts de marché. En fait, on revoit en fait nos roadmaps. C'est les calendriers. Dans 2 ans, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc du coup, en fait, c'est aujourd'hui comment on peut en fait tout ramener à aujourd'hui. Et donc l'innovation est le seul élément en fait qui va permettre de garder des positions, prendre des positions offensives et pas défensives. Et donc du coup, en fait, c'est le M&A. Et on le voit aujourd'hui, en fait, des entreprises en fait concurrentes fusionnent. Des groupes ont absolument besoin d'innovation pour maintenir des positions. On voit bien en fait que Eric nous le dira, mais il y a une incertitude US et donc du coup pénétrer le marché américain sans avoir de fonds d'investissement solides c'est compliqué. Donc du coup, en fait, s'associer tout de suite à un acteur, ça peut permettre d'aller plus vite sur ce marché. Donc voilà, il y a des réflexions qui sont très différentes et surtout des calendriers qui sont bousculés. En fait, l'échelle temps est totalement différent. Et la seule manière, en fait, de pouvoir, on va dire, revoir ses prévisions, ses anticipations, etc., c'est d'avoir du cash en banque. Et ça, du coup, c'est pour ça qu'on bridge aussi, vous l'avez compris, pour pouvoir, en fait, faire en sorte qu'il y a des opportunités qui se créent au travers, en fait, du coup, de positions offensives et pas défensives. Si je comprends bien, enfin, si je résume, en fait, l'idée, c'est qu'il y a ce ralentissement, il s'explique par le biais d'une accélération post-Covid qui a un peu biaisé la donne, par le fait qu'on est effectivement, vous l'avez dit, il ne faut pas se voiler la face en période de crise, mais qu'il ne faut rien lâcher, c'est ce qu'on retient, ne rien lâcher, continuer à innover. Juste pour terminer, on va reparler effectivement de l'incertitude, de la complexité, mais pour terminer avec vous, Eric, sur la place de la France dans le monde, est-ce que l'une des raisons pour lesquelles la France est quand même un peu en perte de vitesse sur l'innovation, c'est pour des raisons fiscales? Je pense qu'il y a effectivement moins d'investissements disponibles en ce moment. Tout le monde le constate, tout le monde le voit, que ce soit au niveau des fonds qui ont plus de mal à lever ou des sociétés qui ont plus de mal à se faire financer. Mais je pense que dans la ligne de ce qu'ont dit les autres membres de la table ronde, quand il y a une situation, un passage un peu difficile, je vais faire un plaidoyer pour le snobisme. C'est-à-dire qu'il faut ne pas hésiter à parier plus sur moins de sociétés. Quand j'ai un portefeuille de 10 sociétés que j'ai choisies, qui sont passées au comité d'investissement, que j'ai choyées, j'ai des liens personnels avec les dirigeants, j'ai envie de maintenir les 10 en vie et de diviser une tarte un petit peu plus petite, qui est ma capacité de financement, en 10 quand même. Et en fait, je vais passer pour un affreux financier avec du sang qui goûte des canines, mais non, c'est la mauvaise attitude. Si on fait ça, la société extraordinaire qui va apparaître en numéro 11, on n'aura pas de quoi investir dedans. Donc sur les 10, s'il faut en sacrifier 5, en faisant du M&A, en faisant des liquidations, mot horrible, en faisant des secondaires à la casse, etc., c'est une bonne chose à faire, pas pour ces 5-là forcément, mais pour la santé du portefeuille global, pour pouvoir investir beaucoup dans ceux qui restent et leur donner les chances d'être compétitifs au niveau global, et pour pouvoir investir dans les nouvelles qui arrivent. Parce que les nouvelles qui arrivent et qui entendent de 10 fonds, on vous aime bien, mais on n'a plus rien à vous donner. Et les fonds qui cherchent des fonds de fonds ou des financiers pour les fonds, on a entendu, on était en levée de fonds jusqu'à il y a 1 an, on a entendu 100 fois, ah ouais, non, on vous aime bien, bonne équipe, machin, mais non, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire parce qu'on défend nos positions actuelles. C'est bien d'entendre ça, mais c'est pas logique.
Alors, ça revient à dire que finalement, il faut savoir choisir la bonne stratégie et anticiper. Enfin, les buzzwords, c'est certes complexité, incertitude, mais c'est aussi capacité à anticiper et à saisir les opportunités. Chloé, vous, sur ces questions, si j'ai bien compris votre message, c'est que pour pouvoir gérer cette incertitude, il faut être en mesure de se poser les bonnes questions, par exemple savoir qui va payer pour l'innovation, quelles sont les exigences réglementaires. Et finalement, il y a un peu l'idée que même si on répond parfaitement à un besoin, il faut être en mesure d'anticiper en sachant répondre à toutes ces questions, c'est ça? Oui, non, tout à fait. C'est vrai qu'au-delà du marché et de l'équipe, il y a aussi évidemment toute cette notion de qui va payer pour l'innovation, parce qu'on peut avoir très bien identifié les utilisateurs, et malgré ça, ne pas vraiment comprendre en fait qui va payer pour l'innovation. Donc, dans le cadre du rapport qu'on mène, justement, on essaie de classifier un peu les différents modèles d'affaires pour la santé numérique spécifiquement, pour comprendre, OK, est-ce que ça va être un achat hospitalier? Est-ce que ça va être un remboursement par la sécurité sociale? Est-ce que ça va être un remboursement par une mutuelle? Est-ce que ça va être un achat industriel? Et donc tout ça, c'est des modèles d'affaires qui sont très différents et pour lesquels les sociétés vont se poser différentes questions en amont justement de cette identification-là. Et donc comme il y a un petit peu d'incertitude sur le payeur, ça crée aussi un manque de visibilité aussi pour l'investisseur qui ne saura pas en fait à quel moment lui pourra retrouver un peu sa mise. Un manque de visibilité, pardon, je vous interromps, et puis il y a de quoi on perd son latin, hein. C'est ce que nous résume très bien Xavier dans son dessin. Il faut trouver une IA de financement pour nous assister dans le lancement de notre IA santé. On s'en sort plus. Oui, c'est ça. Après, quand même sur la note positive, et comme ça a été dit, je pense qu'il y a aussi des opportunités qui sont là. On l'a vu sur la santé digitale, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a une augmentation. On a doublé en fait le nombre de levées de fonds en Europe dans les sociétés en santé digitale. Les montants moyens ont aussi augmenté. Donc on voit qu'il y a des opportunités aussi qui peuvent se faire à ce niveau-là. Et le process de développement d'un médicament est long, coûteux, risqué. Donc toute solution qui permet de dérisquer en fait cette phase, qu'il s'agisse des mécanismes d'action, qu'il s'agisse vraiment de la découverte du médicament, l'identification de biomarqueurs ou même le recrutement de patients, toutes les innovations qui permettent en fait de pouvoir sécuriser ça ont une très forte valeur à la fois pour les financiers mais aussi pour les industriels qui peuvent les voir comme des possibilités ou comme soit des futures biotech qui pourront racheter, soit comme des services sur lesquels ils pourront se baser pour pouvoir justement dérisquer toute cette phase qui en fait est la plus longue et la plus risquée. Donc il y a des opportunités aussi de sociétés qu'on dit un peu les tech bio, notamment qui se sont un peu distinguées cette dernière année. Alors ça suppose quoi? Ça suppose d'avoir quand même une vision, ça suppose d'être en mesure d'embarquer des équipes dans des projets. C'est quoi, Chara, les maîtres mots quand vous parliez tout à l'heure d'opportunité? C'est vigilance, c'est transparence, c'est confiance? En fait, c'est vrai que pour se mettre dans une logique d'aller attraper les opportunités, il y a, comment dire, il n'y a pas besoin en fait d'avoir des cailloux dans la chaussure à un moment donné. C'est des choses en fait qui peuvent vraiment nous faire chuter. Ou en fait, si on décide en fait d'aller vite parce qu'on a du cash en banque, hein, c'est très important. Hein, c'est-à-dire en fait les opportunités en plus dans un environnement incertain. Il faut absolument avoir de la trésor en banque, ou en tout cas faire en sorte de réduire des coûts, en tout cas pour maintenir toujours un niveau de trésor en banque. Et donc pour ça, en fait, il ne faut pas avoir en fait des éléments qui vont nous freiner, nous empêcher d'avancer, etc. Et un des premiers éléments qui empêche d'avancer, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance et c'est, on va dire, on est en période d'incertitude, donc de stress. Donc avec chacun autour de la table, on a chacun, on va dire, son lot de problèmes, puisqu'il y a des portefeuilles à gérer, il y a des fonds à lever, il y a des souscripteurs à convaincre, etc. etc. Et donc du coup, il faut absolument qu'il y ait un alignement parfait avec le plan d'attaque et offensif, dans un laps de temps en fait déterminé, puisque ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'échelle temps a complètement été modifiée, et avec le cash en banque donné. Donc, du coup, il faut que la communication soit la plus fluide possible, la transparence. Il faut que chaque acteur autour de la table, chaque partie prenante, soit en phase et qu'il n'y ait pas en fait de malentendus, d'incompréhension, etc. Et ça demande en fait
Ça veut dire en fait qu'il ne faut pas venir angoisser l'ensemble des partenaires pour cause de transparence. C'est pas du tout ça en fait. C'est être très très clair et communiquer de manière très limpide sur la manière dont on veut atteindre l'objectif. Voilà. Surtout quand on prend en considération les spécificités dans le domaine de la santé, avec des temps qui sont quand même beaucoup plus longs qu'ailleurs, voire plus longs que jamais. Et vous avez évoqué les problèmes de mauvaise gouvernance et autres. On voit qu'il y a quand même une hécatombe des sociétés early stage en santé. Eric, comment faire pour l'arrêter, cette hécatombe ? Alors, bien sûr, la bonne gouvernance, ça aide. Il y a beaucoup de sociétés qui se plantent parce qu'il y a eu des disputes irréconciliables au niveau du conseil d'administration ou avec le management, etc. Mais une autre idée que je voudrais introduire, très différente de celle-là, c'est de dire que qui veut être investisseur amont aujourd'hui en biotech ? Investir en seed en biotech, c'est-à-dire immobiliser son argent pendant 15 ans avec un pourcentage de succès qui frise dans les bons cas les 1%. Ce n'est pas une super proposition, en fait, pour un investisseur. Alors, il y a quelques business angels qui font ça avec leurs économies, ce n'est pas très grave s'ils perdent, mais pour un investisseur professionnel, ce n'est pas des bons chiffres. Ce serait beaucoup mieux si quelque chose qui n'existe pas existait. Et là, quelque chose qui n'existe pas, c'est la capacité pour quelqu'un qui a investi au tout début, quand il y a un prof et 2 postdocs qui montent une société, si 5 ans après, il était capable de vendre avec un fois 1,5, un fois 2 ou plus, à un autre fonds de capital risque, le résultat de sa création de valeur pendant 5 ans, quand ils arrivent presque en clinique. Mais qui achète en money out quelque chose qui est presque en clinique? Ça n'existe pas aujourd'hui. Mais il n'y a aucun principe philosophique fondamental qui empêche que ça existe. C'est juste des habitudes. Moi, je n'ai jamais fait ça. Personne n'a jamais fait ça. Pourquoi est-ce qu'on le ferait? Si on ne le fait pas, on va condamner des tas d'innovations extraordinaires au stade très très précoce à ne pas être financées parce que ce n'est pas une proposition qui plaît à qui que ce soit. Ce que j'entends, c'est qu'il faut être assez audacieux, au-delà d'avoir une bonne gouvernance. Chloé, on parlait donc d'opportunités. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi à augmenter le nombre de partenariats, à défaut d'arriver à lever des fonds. On constate aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées sur l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure c'est des solutions intéressantes, justement, pour arriver à se développer ? Oui, du coup, c'est vrai que il y a certaines opportunités qui se créent aussi. Sur la partie partenariale, c'est vrai qu'on analyse justement les différents deals de licensing, de collaboration R&D qui sont signés au niveau européen, au niveau français tous les ans. Et on a vu en fait une augmentation du nombre de deals signés entre 2023 et 2024, justement en Europe et en particulier en France, à la fois les montants, mais aussi le nombre. Donc on voit que il y a eu des belles opérations qui ont été faites, qui ont été signées, je pense aux immunothérapeutiques, Trifrog, avec Osé avec AbbVie, Trifrog, avec Vertex. Il y a eu des très belles opérations qui ont été signées. Et c'est vrai qu'on a 80% des biotech qui considèrent le partenariat aussi comme un moyen de financement. Ça a toujours été un peu le cas, mais c'est vrai qu'on n'est jamais arrivé à un montant aussi élevé, justement en partie aussi lié au fait que c'est peut-être un peu plus difficile de lever des fonds et que la solution de partenariat, de licensing paraît comme une alternative intéressante sur certains marchés, de pouvoir licencier sa molécule pour pouvoir pousser sur d'autres marchés qui restent prioritaires pour elle. Donc ça, c'est une option qui est de plus en plus étudiée par les sociétés de biotechnologie. Et aussi en termes de partenariat, en fait, il y a un modèle qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais qui consiste pour certaines sociétés de santé digitale, qui sont d'ailleurs un peu à la croisée entre la biotech et la santé digitale, de collaborer en fait avec l'industrie et avec les laboratoires académiques pour justement développer des solutions pour leur permettre d'accélérer leur développement. Donc ça peut paraître des solutions qui sont par exemple améliorer le recrutement de patients, avec des patients plus ciblés pour les certaines thérapies, la découverte de biomarqueurs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et des sociétés qui vraiment permettent de dérisquer cette phase en fait, de développement de médicaments qui est la partie la plus risquée. Donc ces sociétés-là, on a vu des très belles levées de fonds qui ont été menées. Je pense notamment à Kemia, je pense à White Lab Genomics, Bioptimus, Ictos, des sociétés comme ça, et qui intéressent très fortement du coup les industriels. Donc voilà, donc c'est un autre modèle qui est un peu plus proche, on va dire, du service, voire de la biotech, que de la santé digitale type DM ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des opportunités qui se créent. Et tout ce qui permet d'accélérer, de simplifier, de réduire l'incertitude,
a une valeur particulièrement forte en ces temps d'incertitude, justement. Est-ce que je peux rajouter un Bien petit sûr. mot sur la santé numérique? Parce que on a beaucoup dit, ça va vite, la santé numérique, ça va plus vite sur le marché, ce qui est une très grande qualité. Et puis il y a un énorme facteur de risque qui est que ça va très vite sur le marché aussi. C'est-à-dire qu'en santé en développement de médicaments, par exemple, quand on se trompe dans les 10 ans ou 15 ans qu'il faut pour développer un médicament, quand on s'aperçoit qu'on se trompe, on peut encore changer de direction et faire une formulation différente, trouver une sous-population de patients différente. En santé numérique, ça va tellement vite que si dès le début, on n'est pas très très sûr de la cible, du besoin médical, de tout ça, on va dans le mur encore plus vite et on n'a pas le temps de tourner. Et donc, je pense qu'il faut en santé numérique faire encore plus attention au départ, au design initial du produit, à faire l'analyse commerciale, à avoir des gens commerciaux dans l'équipe, ce qui n'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit. Alors justement, puisque vous parlez des équipes, Chara, vous avez coutume de dire que l'argent c'est bien, mais que ça ne suffit pas. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure à demi-mot en expliquant l'intérêt d'avoir une bonne gouvernance. En effet, il faut une bonne gouvernance, il faut une vision, être en mesure de soigner les bonnes personnes avec les bons traitements au bon moment. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir toutes les compétences au bon endroit avec une bonne gouvernance? Alors ça, on le sait à la fin. Est-ce que c'est pas trop tard, justement? Non, mais disons que on arrive à voir quand même qu'au fur et à mesure, parce qu'on part bien en fait d'un plan sur le papier. On peut juger les dirigeants. On a des premiers résultats parce qu'il y a l'équipe, il y a une équipe en place. Mais en fait, le financement en capital sert beaucoup à financer des recrutements. Donc, du coup, on le sait au fur et à mesure. La seule manière, c'est de suivre la société. C'est un suivi, en fait. C'est un suivi en continu, sans faire de gestion de fait. Hein. On reste à sa place. Mais ça demande quand même un suivi pour voir en fait si le plan n'est pas exécuté au bon moment, il y a des retards, et des choses comme ça, etc. Donc il n'y a pas le choix. Donc l'investisseur doit faire un suivi, mais à contrario, Eric, est-ce que les startups doivent également bien choisir leur investisseur à un moment où c'est très difficile d'ailleurs de trouver un investisseur, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il n'y a plus d'argent, et on dit on vous aime bien, mais on n'a plus rien à vous donner. Est-ce que ça vaut encore la peine de parler de choisir son investisseur? Alors, je ne sais pas si c'est très connu ici, dans les milieux anglo-saxons, il y a cette distinction entre smart money et dumb money. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qu'il ne faut surtout pas avoir sur sa table de capi parce qu'ils vont vous couler la boîte. Je ne dirai pas lesquels, mais il faut vraiment faire attention. Alors, ça paraît horrible de la part d'un investisseur de dire ça à des entrepreneurs qui savent très bien que déjà lever 10 millions, ça va être la croix et la bannière. Si en plus il faut choisir les gens, ça ne va plus être possible du tout. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, il n'y a pas d'opposition. Moi, quand il y a un entrepreneur qui vient me pitcher et qui me dit, moi j'ai vraiment envie d'avoir un investisseur qui a telle et telle caractéristique, qui va m'aider à trouver mon CBO, qui va m'aider dans les moments difficiles, qui a suffisamment de réserves pour faire un bridge si j'ai du mal à relever la prochaine fois, ça me motive. C'est-à-dire que de voir quelqu'un qui n'est pas là, donnez-moi s'il vous plaît de l'argent, j'ai un truc super à faire, mais donnez-moi tout l'argent que vous avez disponible. Non, ça c'est le désespoir. Quelqu'un qui est proactif, qui est offensif et qui dit je vais vous choisir autant que vous allez me choisir, même si c'est un peu du bluff, c'est plaisant quand même. Et puis le dirigeant, ça en fait, ce que tu dis, Eric, en fait, il n'y a pas d'investisseur et donc il n'y a pas possibilité de faire monter les enchères sur le sujet investisseur, mais avoir en fait un comportement très sain, c'est-à-dire d'aller checker en toute transparence avec le fonds, hein, en disant je vais voir comment se comporte le fonds dans des boards et donc faire des checks. C'est un comportement qui est très sain en fait. Alors pour conclure, je vais vous donner le mot de la fin, Chloé, parce qu'on s'approche de la fin de cette table ronde. On peut peut-être commenter ce dessin de Xavier, votre IA qui était en avance il y a 6 mois, est aujourd'hui en retard de 2 ans. Et donc on voit bien qu'il faut être dans le bon timing, qu'il faut avoir le bon investisseur, le bon suivi, la bonne gouvernance, le bon plan de financement. Peut-être pour terminer sur une note positive, cette table ronde sur le financement de l'innovation, parce qu'on voit bien que tout ça, c'est quand même très périlleux. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure? Oui, non, moi je pense que c'est un peu par cycle. Donc ça va reprendre. Il
Il faut juste être un peu patient, tenir un peu le coup, le temps que cette période passe. Et puis aussi bien s'entourer. Je pense que ça a été dit, voilà, le fait d'avoir un board qui soit bien structuré, avec des personnes qui vous soutiennent, qui sont capables de réinvestir pendant les bridges, justement, entre ces deux phases de levée, ça c'est important. Des personnes qui croient en votre projet, d'être bien entouré aussi au niveau de vos collaborateurs. Et puis voilà, et puis il y a aussi des opportunités, il y a aussi des levées qui continuent. Simplement faire preuve d'un peu de patience, un peu de résilience. Et voilà. Il y a plein de mots qui aident, hein. Patience, résilience, confiance, bonne gouvernance, ça rime, remarquez, tout ça, c'est très bien, c'est pratique. C'est mes mots techniques. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous.